Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller, où ce soir nous avons la joie de recevoir Josiane Balasco pour la sortie de son livre en poche qui s'appelle Jamais plus aux éditions J'ai lu. Pour l'interroger ce soir, nous retrouvons Julie Daza qui est journaliste au L en Suisse. Avant de vous laisser la parole, mesdames, je vais rappeler que les participants peuvent poser des questions en utilisant l'onglet Converser et je me ferai une joie de venir les poser à la fin de la rencontre. Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci Nathalie. Bonjour Josiane, merci Bonjour. beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien à l'occasion de la publication de votre recueil de nouvelles en version poche aux éditions J'ai lu. Je le montre parce que la couverture est magnifique, on aura l'occasion d'en dire quelques mots. Je crois que vous êtes actuellement en tournage dans une période un petit peu compliquée à vivre, et notamment à l'égard de la culture. Comment vous vivez cette période ? Moi, je n'ai pas trop eu à me plaindre parce que les films ont continué de se faire. Ce qui est plus dramatique, c'est pour les sorties et pour les théâtres. Pour les salles de spectacle, ça va être, ils ont déjà été très, très durement touchés pendant le confinement parce qu'on ne pouvait pas, les spectateurs n'étaient évidemment pas dans les salles, mais par contre, les loyers des salles continuent, les charges, tout ça. Donc là, c'est un petit peu difficile. Mais je crois que la plupart des directeurs de théâtre sont restés très combatifs et veulent à tout prix continuer à jouer, mais en décalant les horaires, continuer à montrer des spectacles. Oui, ça reste en tout cas dynamique. Et la littérature, du coup, est plus que jamais une valeur sûre, une valeur refuge. Alors, le public vous connaît en général pour tous les nombreux films, pièces de théâtre, séries dans lesquelles on vous voit, on vous retrouve, vous incarnez des personnages inoubliables. On vous connaît un petit peu moins dans le registre de l'écriture, alors même que vous avez pas mal écrit, et puis les pièces comme Le Père Noël est une ordure, c'était vous aussi. Qu'est-ce qui vous guide dans ces choix artistiques ? Plutôt un film, une pièce, un livre? Moi, je suis une grosse paresseuse, comme tous les gens qui bossent beaucoup. Je suis une paresseuse contrariée. Donc, je me dis que si j'arrêtais de jouer aux jeux vidéo et que j'écrivais, j'aurais écrit l'équivalent de la Bible. Non, mais voilà, donc surtout, j'ai des propositions de cinéma, et bon, théâtre, c'est moi qui l'écris, mais les propositions de cinéma, c'est un scénario qui me plaît, un personnage qui me plaît, donc ça va. Et puis bon, au théâtre, récemment, il y a la dernière pièce que j'ai jouée, c'était l'adaptation de La femme rompue de Simone de Beauvoir, qui était vraiment une expérience formidable. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et puis l'écriture, bah, c'est là, ces nouvelles, par exemple. Au hasard, j'ai un peu de temps, je commence à avoir une idée et peu à peu, puis et je ne sais même pas ce que je vais en faire. Et puis, j'ai une lectrice, parce que chez moi, personne ne lit. Mon mari est américain, donc il n'est pas le français. Mon fils s'en fout, ma fille n'a pas le temps. Donc, J'allais vous demander qui étaient vos premiers lecteurs, donc pas eux en tout cas. Non. Première lectrice, c'est Lila Sewald, qui a été mon éditrice et qui est maintenant mon agent littéraire. Et je lui fais lire, je lui envoie. Elle me dit « Ah ouais, c'est bien, continue. Ouais, on continue. » Voilà. Donc, c'est des encouragements, c'est des sucres qu'on donne au cheval pour qu'il continue à faire son numéro. Voilà. Ça s'étale sur plusieurs mois. Hein. Je veux dire, c'est pas. Je n'ai pas. Moi, je suis auteur de bouquins, mais je n'ai pas à produire. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'avais que ça pour vivre, ça serait chiant parce que je ne sais pas si j'aurais le courage de bosser autant quand je vois les auteurs qui vraiment travaillent parce que c'est un métier et qu'il faut sortir un bouquin peut-être tous les ans pour arriver à en vivre. Moi, non, je suis actrice, vous voyez, c'est. Donc, du coup, vous écrivez de temps en temps quand vous êtes inspiré et vous enfermez pas dans une retraite pendant 3 semaines, un mois pour écrire. Non. Ah bah non, mais je vous dis, je suis une paresseuse née, quoi. Donc, il faut une force pour écrire, mais je le fais. Et alors, quels sont vos premiers souvenirs de lecture? Je me demandais, dans ce cadre-là, si vous aviez pu lire les contes de la rue Broca de Pierre Grippari, parce que vos nouvelles m'y ont fait souvent penser. Je les ai lus à ma fille. Ouais. Voilà. Moi, quand j'étais petite, c'est-à-dire c'était les années 50, donc la télé n'existait pas. Et le seul moyen de s'évader, finalement, c'était le livre. Et je me souviens que quand j'avais 5-6 ans, je désespérais de ne pas savoir lire et je regardais, j'avais un vieux bouquin de Bécassine et un vieux bande dessinée et je regardais tous ces signes et j'essayais de me dire comme par magie, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Et ensuite, on n'avait pas beaucoup de fric donc, j'ai eu toute la collection des bouquins de mon frère qui était beaucoup plus âgé que moi. Donc, c'était la Bibliothèque verte, c'était les livres Hachette, c'était Jules Verne, c'était Cros-Blanc, il y avait plein de livres comme ça que j'ai lus étant enfant.
Très bien. Et alors, ce qui est surprenant quand on lit Jamais plus, c'est on rit souvent, mais on est dans le registre de la science-fiction. Et ça, c'est plus surprenant quand on vous connaît dans vos rôles. On vous imagine moins dans ce registre. Et on voit que finalement, vous aimez beaucoup ça. Vous écrivez très bien dans ce registre. Comment y êtes-vous arrivé à la science-fiction? J'y suis arrivée à 20 ans. À 20 ans, j'ai rencontré toute une bande de jeunes gens qui avaient mon âge, dont l'un travaillait à Fiction Galaxy, il était secrétaire de rédaction là-bas, et on est devenus vraiment des amis. Et donc, on avait régulièrement, tous les mois, l'exemplaire de Fiction Galaxy qui paraissait, dans lequel était édité, sortaient des nouvelles d'auteurs qui étaient inconnus en France. Philippe Cadic, enfin je dis ça au hasard, mais il y en avait plein que les gens ne connaissaient pas. Et c'est comme ça que je me suis accrochée à ces nouvelles. C'était souvent des nouvelles. Et puis, il y avait, quand on avait de l'argent, il y avait Opta, c'était l'édition Opta, sortait l'édition Opta du livre. Et bon, c'était plus cher, où tu avais là vraiment des gros bouquins, mais là, je n'avais pas quoi me les payer. Et je me demandais, parce qu'on parle de science-fiction, mais pour rassurer les lecteurs qui lisent peu de science-fiction, c'est surtout décalé, je dirais. C'est pas tout le temps réel, mais c'est une science-fiction très accessible. Est-ce que ce type de décalage, c'est quelque chose qui vous inspire dans vos rôles parfois? Ça, c'est dur à dire, parce que les rôles, c'est des êtres humains qu'on joue. On essaie de les rendre les plus humains possibles. Même si c'est des ordures, c'est ça qui est marrant, même si c'est des gens un peu loufoques. Quand moi je joue, alors c'est un peu bizarre que je dise ça, mais une fois que je suis dans le personnage, c'est lui qui commande, c'est-à-dire que je ne travaille pas, il vient et puis après il s'en va immédiatement dès que j'ai fini. Dans la pièce, par exemple, La femme rompue, où je jouais pendant 1 heure et demie, j'éructais, je vitupérais la vie de cette femme qui n'arrive pas à dormir et qui étale toutes ses misères et toute sa haine. Dès que c'était fini, paf, j'étais sortie. Il ne faut absolument pas que le personnage ne prenne pas sur vous. Par contre, je vais rectifier un petit peu, ce n'est pas tout à fait de la science-fiction, ce que j'écris. Il y en a certaines nouvelles qui peuvent se rattacher à ça. Je dirais que les zombies, c'est quand même pas très… Oui, mais c'est un peu de la SF. Mais si vous voulez, moi, mon inspiration, elle est simple. Moi, je regardais un peu moins maintenant beaucoup la télé la nuit. Et la nuit, il y a des programmes incroyables. Donc, par exemple, les zombies, il y a une série qui est Walking Dead, qui a fait 9 maintenant. Bon, c'est devenu un peu comme Plus belle la vie, ça ne m'intéresse plus. Mais au début, c'est toujours la base des zombies, c'est qu'ils sont épouvantablement méchants, même si ce n'est pas de leur faute. Et j'avais envie de prendre le contre-pied de tout ça. Voilà. Donc, à chaque fois, j'ai pris un peu c'est toujours des souvenirs. Par exemple, le type qui découvre un pif gadget, c'est parce que quand j'étais môme, j'adorais les pif gadgets, tout simplement. Ça se sent. Et on a très envie de retrouver aussi à vous lire. Et oui, donc je me suis tapé toute la liste des pif gadgets et Dieu sait s'il y en a. Il y en est sorti beaucoup et je me suis dit, bon, il va trouver celui que personne n'a jamais eu. Et donc, ça vient un peu… il y a des nouvelles qui ne sont pas de SF du tout. Il y a des nouvelles qui sont des mini-thrillers. Ah oui. La première nouvelle, Jamais plus, c'est la limite paranormale. Ouais, on frémit. Oui, j'avais vu, moi justement, ce qui m'a inspiré, c'est ce documentaire que j'ai vu très tard la nuit, toujours pareil, sur une psychique pour animaux américaine qui s'occupait d'animaux. Et c'était incroyable parce qu'on la voyait dans son salon, une femme très chic, pas du tout la sorcière bien aimée. Hein, et des gens lui apportaient un petit chien en lui disant, voilà, mon chien a un problème, il a perdu la joie de vivre, il n'est pas bien en ce moment, il mange moins, enfin bref, elle leur disait très bien, elle prenait le chien sur ses genoux et on avait l'impression qu'elle écoutait. Bon, cut, ensuite, elle faisait revenir les maîtres dans le salon et elle leur demandait, vous avez bien une peluche jaune en forme de canard, votre divan? Oui. Pourquoi vous ne le laissez pas jouer avec? Bon, alors, et c'était incroyable. Et la fille donne des conférences comme à l'américaine où les gens viennent pour essayer d'apprendre à parler aux animaux. Voilà, ça c'était un exemple. Et je me suis dit, bon, j'ai eu envie de raconter l'histoire d'une psychique pour animaux, d'une fille qui correspond avec les animaux, sauf que c'est pas du tout la comédie. Sauf que ce qui va est terrible.
Ah Voilà. oui, c'est sûr. C'est vrai que ça fait réfléchir. Et Et comment pour moi, chaque fois que j'écris une nouvelle, c'est comme un film. C'est-à-dire que j'écris en fonction des images qui me viennent et c'est très visuel. Ah oui, c'est extrêmement visuel. On comprend l'influence de votre métier d'actrice et des films quand on vous lit, c'est sûr. On visualise tout à fait les décors, les personnages qui sont très incarnés. Et comment justement vous entrez dans les personnages que vous décrivez? Est-ce que vous y entrez comme dans vos personnages au cinéma ou dans les pièces? C'est toujours des souvenirs. Par exemple, dans Les Explorateurs qui parlent de mineurs, je ne dis pas Oui. de mineurs qui travaillent dans la mine, hein, pas des mineurs Mhm. en dessous de l'âge de raison. Je me suis rappelé mes souvenirs de bistrot parce que j'ai vécu toute mon enfance dans un Ouais. bistrot et la manière dont les hommes, dont les ouvriers parlent ou dont les travailleurs parlent, bon, bah, ça m'est revenu très vite. J'aime bien, moi, avoir la possibilité donc d'incarner des gens qui me ressemblent absolument pas. Et quand j'écris, c'est vrai que ces personnages qui sont des mineurs, bon, c'est des fantômes, enfin, c'est quand même des mineurs et c'est quand même des gens qui travaillent de la ça me revient immédiatement. Ça m'amuse, moi, d'être d'un seul coup, de devenir un vieux fantôme qui a passé toute sa vie dans la mine et qui a perdu son chien. Voilà. Et alors, justement, il y a beaucoup d'animaux dans vos nouvelles, hein. On sent que vous tenez aux animaux, vous portez leur défense en quelque sorte. Quel rapport vous entretenez avec les animaux? Là, j'en ai pas mal. Hein, voilà, Oui, mon vivant à vous les côté. évoquez. Il y en a trois, j'en ai quatre. Il y en a trois, c'est-à-dire un chat et deux chiens qui dorment, qui foutent des poils partout. Ils vous parlent aussi? Moi, non, je leur parle un peu. Mais bon, ils ne me répondent pas. Enfin, pas vraiment comme dans l'histoire. Pas vraiment comme dans la nouvelle. Et bah, j'ai toujours eu, je crois, des chiens ou des chats, je n'ai pas de souvenir. Voilà, j'ai toujours eu ça. Donc, je ne comprends pas, mais je connais, je ne comprends pas, mais je connais leur comportement. Voilà. Mhm. Quand je me mets dans la peau d'un chien, je peux arriver à Et vous- traduire ce qu'il ressent. Ah, mais il y a une nouvelle extraordinaire, effectivement, dans la tête d'un chien, c'est le boss, et c'est vraiment très, très bon, très drôle. Mais ça finit mal. Je me demandais aussi, quand vous aviez une idée, comment vous orientiez sur plutôt un roman, plutôt une nouvelle, plutôt une pièce de théâtre? Comment vous opérez vos choix à partir d'une idée? Ça paraît évident. Alors, bon, parfois, ce n'est pas évident. Par exemple, on parlait tout à l'heure hors antenne de Cliente. Oui. Cliente, qui est un scénario au départ, puisque c'est ce qui raconte l'histoire d'une femme d'un certain âge, d'une cinquantaine d'années, qui s'offre les services de call-boy, enfin de Mhm. gigolo. Le scénario avait été rejeté par la profession entière. Non, c'est honteux de parler de ça, c'est épouvantable. Donc, je m'étais dit, pour qu'il y ait une réaction, qui n'était pas une réaction artistique, ce n'était pas votre scénario écrit avec les pieds, je me suis dit, c'est parce que le sujet est fort. S'il y a une Mhm. réaction aussi viscérale de la part des hommes et des femmes, viscérale, c'est que c'est intéressant. Et donc, je me suis dit, tant pis, je ne peux pas le mettre en scène, puisqu'il fait beaucoup d'argent pour faire un film et que Ouais. mais je peux écrire un bouquin, puisque le scénario, il est là, il y a la structure. Et donc, je suis partie de ce scénario pour écrire Cliente, Qui est devenu un euh, film. qui est devenu un film, parce que il y a eu 100 000, ça s'est vendu à 100 000 exemplaires, le Mhm. bouquin. Donc, automatiquement, ça s'est passé en 5 ans. Ça, je veux dire, ce n'est pas du jour au lendemain. Ouais. 5 ans après que j'ai proposé, enfin, donc 3 ans ou 4 ans après que j'ai proposé le film, le bouquin ayant marché, j'ai pu trouver des producteurs pour faire le film. Voilà. Donc, parfois, des bouquins beaucoup de livres, de grands livres sont l'objet d'adaptation. Hein. Sauf celui-là, c'était à l'inverse. D'accord. Alors, dans ce livre, Jamais plus, il y a 8 nouvelles avec des personnages, on l'a évoqué, assez différents. On dit souvent qu'un auteur met un petit peu de lui dans ses personnages. Est-ce qu'il y en a un dont vous vous sentez assez proche? Ou un peu Euh, plus? un peu plus, alors j'ai oublié le titre parce que c'est celui de la nouvelle justement des Pif Gadget. Oui. Moi, j'ai la collectionnité. Donc, j'ai des accumulations. Disons que j'ai une armoire entière avec des personnages de BD, avec des trucs que j'ai achetés au fur et à mesure qui faisaient le désespoir de mes enfants parce qu'ils n'avaient pas le droit d'y toucher, des Je comprends. figurines. Et si vous voulez, là où vit le vrai collectionneur n'enlève jamais
un objet de sa boîte. Il ne décolle même pas le prix. Voilà. Sinon, ça n'a plus de valeur. Donc, de lui, je me sentais assez proche, ce type qui va trouver finalement l'objet rare et incroyable. L'extraterrestre à faire pousser, c'était ça. C'est un extraterrestre. Mais bon, il y avait les haricots sauteurs. Voilà. Il y avait, enfin, quand on voit la liste des gadgets, c'est formidable. C'est par Pif Gadget. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous lire un petit bout de nouvelles, hein, peut-être? Oui, on va chercher. Bah, alors, j'ai pas mes lunettes. Putain, je sais pas où elles sont, mais ça va aller, ça va aller. Qu'est-ce que je vais vous lire? Un truc qui est le boss. Tiens, le boss. Ah, le boss, ouais, c'est ma préférée, je crois. Du boss. Mais beaucoup de gens l'ont trouvé triste. Ah ben oui, ben, ça se finit. Ah, ça on va pas raconter, c'est une nouvelle. Mais... J'adore mon boss, même plus que ça. Je crois que je ferais n'importe quoi pour lui. Parce que c'est le plus beau, le meilleur des boss. Et il sent tellement bon. Même lorsqu'il se met de l'eau de toilette, il sent encore bon. Une odeur de cuir, de vieux cuir qui a travaillé avec de la sueur dans les chaussettes. C'est ce que je sens en premier lorsqu'il arrive. Rien qu'en l'orniflant, je peux dire quel chemin il a pris et ce qu'il a fait de sa journée. Et parfaitement, je ne me vante pas. Question flair, nous sommes quand même supérieurs aux debout. Non, c'est sans comparaison. Je ne dirais pas que je suis le plus doué, mais je me situe dans la bonne moyenne. Par exemple, hier, je crois que c'était hier, il y avait eu une gamelle et une sortie. Une sortie besoin, trop rapide à mon gré, pas vraiment le temps de marquer mon territoire. Enfin bon, hier ou pas hier, mon boss est rentré, rituel de l'accueil, c'est plus fort que moi. Son arrivée me remplit d'un tel bonheur que je le manifeste de façon à ce qu'il comprenne immédiatement. Et mon boss est le plus intelligent des boss, hein, des debout en tout cas. Il comprend tout. Enfin presque. Bonne odeur de cuir, un reste de fiente de pigeon, un peu d'huile de vidange, ça j'aime moins. Et surtout, il embaumait le poulet. Un fumet un peu gras, délicieux. Tous les 5 ou 6 gamelles, il mange du poulet. J'adore le poulet. Mais je mange des croquettes, avec une trace de poulet de temps en temps. Il y a peu de reste à la maison, parce que mon boss est célibataire et il ne fait jamais la cuisine, il mange du tout prêt. Un peu comme moi, sauf qu'il choisit. Bah, c'est normal, hein, c'est lui le boss. J'ai reniflé le poulet, je me suis roulé par terre, il m'a gratouillé le ventre. Ça, j'aime bien. Je l'ai suivi dans la cuisine. Il a mis sa petite boîte dans l'espèce de coffre qui sonne quand c'est cuit et il s'est assis à la table. C'est là que j'ai compris qu'il y avait du nouveau. Un parfum. Enfin, ce que les debout appellent un parfum. Ma truffe s'est légèrement rétractée. C'était quand même très fort. Un côté poivré qui m'a fait plisser les yeux. J'ai aboyé un petit coup, il n'a pas réagi. Il a continué à mastiquer sa nourriture, les yeux fixes dans le vague. Je connais ce regard. Les debout et les 4 pattes ont pratiquement le même quand ils font une rencontre. Ouais, c'est excellent, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, on vous écouterait jusqu'au bout. Non, c'est vraiment excellent. Comme on le disait, il y a des nouvelles qui font sourire, qui font même rire. Il y en a qui font frémir. Qu'est-ce qui vous plaît le plus finalement? Est-ce que c'est faire rire ou faire peur au lecteur? Dans la première nouvelle, Jamais plus, qui a donné son nom au recueil, j'ai eu beaucoup de mal à faire toutes les scènes d'action, parce que c'est difficile. Les scènes, disons, où cette pauvre fille va se retrouver aux prises avec des gens extrêmement dangereux et pervers, ça j'en ai bavé. Je dis, maintenant, comment elle peut s'en sortir? Mon Dieu, mais comment je vais faire? Je l'ai mis dans cette situation-là, maintenant, il faut que je la sorte. Voilà, on est responsable de ces personnages. Hein, parce que vous l'avez inventé au fur et à mesure, vous vous êtes pas dit… Oui, bien sûr. Ah ben non, bien sûr. Là, comment je vais faire pour la sortir de là? Ouais. C'est les personnages qui me disent. Hein. Donc, je ne peux pas la laisser dans cet état, c'est moi qui l'ai foutu dans la merde. Donc, c'était plus difficile. Et puis, il y en a qui sont plus marrantes à faire, comme quand je fais parler 4 femmes sur la sexualité, parce que c'est des souvenirs de discussions entre copines. Et notamment, c'est un hommage à une de mes amies qui est partie et qui racontait toujours ses histoires sexuelles avec des détails incroyables. Ça finit le recueil et ça finit, ouais, et c'est vraiment très drôle. Yeah. Selon vous, c'est quoi les éléments d'une bonne histoire? Quand est-ce que vous savez qu'elle est finie, qu'elle est aboutie, qu'elle est réussie? Alors ça, je ne sais pas. On le finit et puis après, il faut faire lire à quelqu'un. Bon, on se dit, bon, là, ça va, je crois que je suis arrivée au bout.
Il y a des fois où on n'arrive pas au bout, on laisse tomber parce que j'arrive pas au bout. Bon, là, j'arrive pas au bout, il faut que je trouve autre chose. Et puis, quand ça se sent, on sent qu'on est arrivé à un bout. Par exemple, je ne savais pas, quand je suis partie sur Jamais plus, je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas où elle allait m'emmener. Je ne savais pas où allait m'emmener ce corbeau. Je savais qu'il y avait tellement une histoire d'enfant et de petite fille, mais je ne savais pas où ça serait. Et puis les images sont arrivées, et puis il y a eu une maison et tout ça. Je ne savais pas qui l'aiderait, je ne savais pas qu'il y aurait une souris qui pourrait un tout petit peu l'aider parce qu'elle a un tout petit cerveau. Voilà. Et puis au fond, ça devient évident. Ça devient évident. Voilà, c'est évident. Mais il y a des passages très difficiles. Sur celui-là, j'en ai chié. Hein. J'en ai chié tout le moment où elle est pratiquement torturée et tout, j'en ai chié. Alors, dans quelles conditions vous écrivez? Vous avez besoin de vous isoler beaucoup ou qu'il y ait vos animaux près de vous? Oui, non. Quand je suis partie, je peux écrire n'importe où, même s'il y a du monde autour de moi. Dans la cuisine. Moi, j'ai un grand bureau, j'écris dans la cuisine. Oui, c'est ridicule. Est-ce que vous avez imaginé pouvoir écrire aussi dans d'autres genres littéraires, dans la littérature jeunesse? On évoquait les contes que vous lisiez aux enfants et finalement qui plaisaient aux plus grands. Je ne sais pas. Là j'essaie d'écrire. Je suis en train d'écrire un bouquin d'action et j'en chie des ronds sur. Un livre d'action, vous voyez, un livre où il y a de la bagarre tout le temps. Donc, plutôt roman? Pardon? Plutôt un roman, du coup? Oui. Et là, j'ai arrêté un petit peu parce que mes personnages, ils en bavent, c'est pas possible. Mais c'est une sorte de challenge. Est-ce que je vais arriver à faire? Je ne sais pas s'il sera fini ce bouquin. À vrai dire, je vous dis, je n'ai pas une épée de Damoclès sur la tête avec un éditeur qui me dit il faut que tu rentres tel jour. Ou si je ne fais pas le bouquin, je ne le ferai plus le lendemain. Donc c'est juste du bonheur. L'écriture, c'est du plaisir. Mais bon, il faut que je le finisse. Hein. Il faut que je le finisse. J'ai écrit 150 pages, il faut continuer. Il y a un double à écrire. C'est ça qui est chiant. Parce qu'une nouvelle. Si Lila vous encourage et qu'elle trouve que c'est bon, il faut continuer. Est-ce qu'elle a lu? Elle en a lu, oui, bien sûr, elle l'a lu. Mais après, on ne sait plus. Les personnages, parfois, vous emmènent dans des cul-de-sac. Alors ça, il faut faire gaffe. Comment vous faites dans ces cas-là? Vous pouvez laisser tomber et passer à autre chose ou c'est compliqué ça vous... Passer à autre chose. Mais là, je suis allée suffisamment loin pour ne pas avoir envie de laisser tomber et me dire c'est con, putain, quand même. J'ai quand même bossé là-dessus. Donc, il faut repartir en arrière. En général, quand il y a un truc qui cloche, et ça aussi, c'est valable pour les scénarios, quand il y a un problème dans un scénario, c'est toujours en amont que ça se passe. C'est toujours que 20, 30 pages ou 20 minutes d'histoire plus loin, en avant, il y a un truc qui déconne. Donc, il faut trouver le truc qui déconne. Et vous trouvez... C'est mathématique, ça, c'est comme un problème. D'accord. Et il y a beaucoup de similitudes dans l'écriture que vous écriviez pour un scénario, un livre, une nouvelle, un roman. Est-ce que ça se ressemble ou vous êtes obligé d'avoir des contraintes très différentes? Bon, pour le théâtre, par exemple, c'est facile, ce sont des dialogues. Voilà, c'est des dialogues, c'est facile, il y a quand même des règles qui sont évidentes. Il ne peut pas avoir 15 milliards de décors comme dans un film, on ne peut pas avoir de la figuration ou 50 personnages, enfin, dans toute manière, dans la maison dont j'écris. Donc, il y a souvent 1 ou 2 décors maximum et 7, 8 personnages maximum. Donc, ça va être quand même quelque part un huis clos et il va falloir animer ces 8 personnages. Donc, la prochaine pièce que j'ai écrite et que je vais théoriquement, si tout se passe bien, on croise les doigts, jouer en février, ça s'appelle Akshal et Akshtat, et ce sont 2 couples d'exilés fiscaux richissimes. Le premier couple reçoit l'autre, et donc voilà, ça va dégénérer, ça ne va pas se passer si bien que ça. C'est prometteur, quel teasing. Je me demandais quelles étaient vos lectures et que vous apportaient vos lectures à côté de l'écriture. À vrai dire, en ce moment, je vous avoue une chose, ne répétez pas, je lis les bouquins qu'on m'envoie avec des copains ou des amis, mais je ne lis pas énormément d'autres choses. Ou alors je relis ce que j'ai déjà lu, souvent aux chiottes. D'accord. Il est un endroit peinard pour lire. Et par exemple, j'ai un bouquin que je lis tout le temps aux chiottes. C'est le dictionnaire des mots rares et précieux. Très bien. Parce que c'est étonnant. D'abord, il y a des tas on découvre des tas de mots. En plus, c'est des noms aussi pour des personnages, tout ça. Qu'est-ce que je lis pas mal? J'ai lu pas mal alors autre chose, Simone, la correspondance transatlantique, l'amant transatlantique. Voilà, je l'ai lu aussi aux toilettes. Je suis désolée, Simone, mais j'étais tranquille. Peu importe les conditions, après tout. Voilà. Donc, je sais peut-être que je suis associée. Je sais pas, je crois pas que mon père fumait aux chiottes. Moi, je fume pas. Et jamais plus, comment le nom est venu?
parce que c'était le, je sais pas, j'ai trouvé que le nom de Jamais plus du Corbeau, bah, c'est en Ouais, référence à Edgar Poe et d'accord. son poème. Donc, ça m'a, quand on a, je sais pas comment on a choisi le titre, c'est paru évident. Ça a paru évident, peut-être parce que c'est la nouvelle la plus importante Oui, en en tête. termes de page. Et ça paraissait évident que Jamais plus c'est un bon titre. Voilà. Et cette couverture hein, que je vais remontrer pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue, qui est magnifique, comment en avez-vous eu l'idée? Ah ben, j'ai pas eu l'idée, c'est la fille de mon mari, qui est amérindienne, qui fait des dessins D'accord. et qui les envoie. Moi, donc, ces dessins, elle en fait souvent, elle en fait des petits badges, elle en fait des tas de choses. Et j'ai vu dans sa série de dessins qu'elle balance sur le net, comme ça, elle m'envoyait des dessins. J'ai vu ce dessin. Et je lui dis, c'est celui-là que je veux. Donc, je ne l'ai pas commandé, je lui dis, fais peut-être les fleurs un peu plus gros, les trucs comme ça. Mais c'est vraiment elle qui a fait ce dessin sans savoir qu'il servirait à illustrer la nouvelle, enfin, à illustrer le bouquin. Ouais, il est assez marquant et il est assez représentatif, je trouve. C'est vraiment réussi. Est-ce que quand vous écrivez, on parlait d'une écriture assez visuelle, vous imaginez que ça va pouvoir donner lieu à une pièce ou à une adaptation? Par exemple, ces nouvelles, est-ce que vous avez imaginé que l'une d'entre elles pourrait être adaptée? Oui, à la télé, ça pourrait être adapté parce que c'est, Oui, par exemple, Jamais plus pourrait très bien être adapté oui, parce qu'il n'y a pas d'effets spéciaux particuliers. C'est un film, c'est un bouquin enfin, c'est une nouvelle d'atmosphère aussi. Donc, les autres sont plus difficiles, hein. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus difficiles. Je ne sais plus comment s'appelle l'amateur de, de, de bouquins. de Comment il s'appelle? pif. Oui, je ne sais plus, j'ai oublié. C'est l'extrait de poussin Peut-être extra. pas l'extraterrestre. Ouais, Ça, c'est plus difficile. Ça demande des moyens hollywoodiens. Parce que c'est il y a clair. tellement d'aventures extraterrestres que c'est plus difficile. Les Et zombies aussi. oui, les Pour zombies. qu'il y ait un zombie, ça va être compliqué. Oui, les autres, ça pourrait. Un scénario d'enfer, ça pourrait être un moyen métrage. Et je me demandais si vous avez beaucoup fait de rencontres en librairie, est-ce que l'écriture de livres a changé votre rapport au public? Quand les gens viennent vous rencontrer, est-ce que vous avez du coup créé un rapport un peu différent avec eux? Souvent, il faut dire que c'est des gens qui ont vu mes films. Mhm. Souvent, ça y fait aussi. Il y en a d'autres qui viennent par curiosité, mais parce qu'on leur a dit le bouquin, ah ouais, c'est bien et tout ça. Mais beaucoup, c'est aussi des gens qui viennent pour me voir et qui ont aimé les films que nous avons joués quand nous étions jeunes aussi, qui sont rentrés dans la mémoire collective. Bien sûr. Et puis effectivement, il y a d'autres lecteurs et d'autres personnes qui viennent acheter le livre parce qu'elles en ont entendu parler. Voilà, donc ça, c'est aussi valorisant de savoir que, bon, alors, une jeune fille qui achète le bouquin, qui commence à le lire juste dans l'allée à côté, et il y a une copine qui vient, qui dit, oh, je veux l'acheter aussi. Donc ça, c'est Ouais, ça, c'est sympathique. sympa. Ouais. Et est-ce que ces rencontres ont pu vous inspirer aussi de temps en temps? C'est du boulot. C'est du boulot parce que à chaque fois que la personne vient vers vous, elle va vous prendre quelque chose. Vous allez lui donner quelque chose et elle va vous prendre quelque chose. Parce que c'est un Mhm. échange. Donc, euh, peut-être que j'écrirai une nouvelle sur quelqu'un qui fait dédicacer un bouquin, j'en sais rien. Il y aurait matière à raconter des choses, c'est Bon certain. départ. Mais pour l'instant, non, pour moi, c'est à la fois c'est gratifiant Mhm. parce qu'on rencontre les gens qui vont vous lire et à la fois c'est un vrai travail aussi psychologique. Vous voyez. Mhm. Oui, j'imagine bien. Et qu'est-ce qui vous amuse, vous, le plus aujourd'hui? Ou qui vous fait le plus peur? Qu'est-ce qui me fait peur je ne sais pas, on vit dans une telle période où on ne Mhm. projette rien. On vit dans une période où on ne projette rien. C'est-à-dire que pendant le confinement, on vivait à la minute. Mhm. Incapable d'écrire. Et moi, j'en ai parlé à d'autres personnes, d'autres créateurs. Non, ils étaient incapables de rien faire parce qu'il n'y avait plus d'énergie. Dans les rues, il n'y avait plus d'énergie. Il y avait plus. Mhm. J'aime à Paris, moi, c'est une ville que j'adore, Paris, bon, même si beaucoup de gens veulent la quitter. Moi, j'y suis née, je suis une touriste en permanence, je trouve que c'est une ville merveilleuse. Et il n'y a plus d'énergie. Alors, quand il n'y a plus d'énergie, il n'y en a plus aussi chez moi. Et, et donc, on ne pensait pas. Moi, en plus, je veux dire que être confiné, je reste beaucoup chez moi. Mhm. Vous voyez. Donc, j'étais pas non plus. J'ai la chance de pouvoir habiter un espace suffisamment grand pour ne pas être les uns sur les autres. Donc, j'étais pas dans le cas de figure de tas de gens qui ont vécu ça vraiment très, très durement par rapport à leurs conditions de détention, je dirais. Mhm. Par exemple, là, nous sommes en couvre-feu, je ne sors pas le soir.
Donc, moi, ça ne me concerne pas personnellement, mais quand je pense à tous les gens qui vont en souffrir, qui vont le payer, de par leur travail, de par leur manque de travail, je pensais, là, il y avait à la télé un reportage sur des gens qui devaient se marier aujourd'hui. Des gens qui devaient se marier aujourd'hui, qui avaient économisé pendant des mois pour faire ce mariage, qui avaient loué, qui avaient acheté des robes, qui avaient loué des traiteurs, et d'un seul coup, paf, il n'y a plus rien. Et comment on fait? Donc tout ça, c'est des drames, ça provoque des drames, vous voyez. Je suis très, très consciente. Mais là, c'est vrai que du coup, la littérature, encore plus que jamais, est une échappatoire. Ça peut être intéressant. De partir ailleurs. Exactement. Ouais. Je vois que Nathalie nous a rejoints. Et je vous ai rejoint, je vous écoute avec beaucoup d'attention. J'ai beaucoup rigolé. Josiane m'a fait beaucoup rigoler. Alors, maintenant, je voudrais savoir s'il y a d'autres gens qui disent dans les chiottes, si je suis un cas particulier. Ah ben non, je pense que tout le monde. Après, je ne sais pas s'ils lisent des romans, ça je ne sais pas. Mais... En tout cas, il y a un premier message qui est arrivé, ce n'est pas une question, mais je vais vous le lire. C'est un message de Caroline. Sur 3 jours de temps, j'ai dévoré votre livre. Il est vraiment très chouette à lire. C'est bien un des premiers livres que je ne lis pas en diagonale pour dire qu'il m'a passionné. C'est une belle poésie loufoque, mais avec du réel qui y ressort. Il me manque qu'une belle dédicace. Prenez soin de vous. Voilà, ça c'était le premier message. C'est sympa. Très gentil. Merci. Comment s'appelle-t-elle, Caroline? Caroline. Caroline, merci Caroline d'avoir apprécié et de vous avoir fait passer un bon moment. J'en suis ravie. Mais elle n'est pas la seule, parce que moi j'ai passé un excellent moment aussi à vous lire. Et effectivement, vous avez lu un passage du boss, et je trouve que le boss se mettre dans la peau d'un chien, vous l'avez fait avec un brio exceptionnel. Moi elle m'a beaucoup émue cette nouvelle sur le chien. Mais passons aux questions. Marc voudrais savoir combien de temps vous avez mis pour écrire ce recueil de nouvelles, parce que vous avez dit au début que vous étiez une flemmarde, mais combien de temps avez-vous mis pour... je vais peaufiner ma réputation de feignasse. Tout le temps. Parce qu'on imagine que c'est combien de temps j'ai mis, Lila, combien de temps j'ai mis? 2 ans, je dirais. Ouais. 2 ans. Parce que j'ai pas, donc j'écris une nouvelle, j'en écris une autre, il y en a 5, 6. Lila, elle me dit, il continue, mais il faut en faire un peu plus. Voilà, donc j'ai d'autres idées. Voilà. Donc, je ne suis pas une staccanoviste, vous voyez. Mais par contre, quand je commence à écrire, ça peut aller assez vite. C'est juste le déclic qu'il faut. Bon. Aurélie, quant à elle, est-ce qu'à partir du moment où vous avez commencé à écrire, vous avez porté un autre regard sur les écrivains ou sur les livres? Moi, je trouve que c'est très dur. Moi, je suis admirative des grands auteurs. Donc, je ne peux pas me donner un modèle parce que ce serait trop prétentieux. J'ai toujours aimé les livres. J'ai toujours apprécié les auteurs dans des styles tout à fait différents, du polar à la SF, à Perret, de Perret, à Carson McCullers. Vous voyez, et je trouve ça, pour moi, c'est comme ces artistes, peintres ou dessinateurs qui, en 3 traits, vont vous représenter quelque chose qui va vous parler. Et ben, un auteur, c'est ça. Ce n'est pas 3 traits, c'en est plusieurs, mais ça va vous parler immédiatement. Moi, je me souviens, là, je cite un titre de livre moderne, c'est Vernon Subutex, que j'ai adoré, parce que pour moi, c'est vraiment un témoignage sur notre époque imparable. Donc, c'est des choses très, très différentes que j'aime. Et ça a changé. Ben, j'ai toujours trouvé ça très dur. Je me dis, je suis toujours admirative des gens qui bossent, parce que je me dis, je ne suis pas je bosse beaucoup, hein, mais pour moi, la littérature, je le fais un petit peu. Allez, allons-y. C'est pas, voilà, ce n'est pas une nécessité. Alors que pour beaucoup d'auteurs, c'est une nécessité physique et matérielle. C'est juste un challenge que je me donne en disant, bon, il faut que je fasse ça, et j'ai envie, ça me fait plaisir. Voilà, c'est un plaisir. Alors moi, je vais rajouter en tant que libraire que même si vous dites que vous faites ça en dilettante, il y a quand même une qualité littéraire qui est quand même bien réelle dans ces nouvelles. Je remontre le bouquin. Oui, c'est la jambe, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, comme il y a beaucoup de gens qui écrivent des scénars, comme il y a beaucoup de gens, et que sur le tas, il n'y en a pas forcément qui en ressort. Donc, il faut vraiment mettre le niveau un petit peu, la barre un petit peu haut pour oser faire lire ces trucs. Et Nicolas demande quels auteurs vous ont le plus influencé. Est-ce que ce sont que des auteurs de SF ou il y a des auteurs de littérature il y a de tout. Par exemple, Steinbeck,
ça m'a vraiment beaucoup influencé, mais enfin, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai écrit après. Par exemple, j'avais lu Les naufragés de l'autocar de Steinbeck, et qui est une galerie de personnages de petites, de modeste extraction, dont une jeune fille qui veut aller réussir à Hollywood, enfin vraiment des gens qui ont des rêves, mais qui certainement les mèneront jamais à bien. Et d'un seul coup, ça m'a donné envie de faire une première pièce de théâtre qui s'appelait Bunny's Bar. Voilà, donc ça n'a rien, mais c'est l'histoire d'une fille qui a été stripteaseuse et qui maintenant, vu son âge et son état physique, est dame pipi dans la même boîte, d'un portier qui rêve d'être pianiste, mais n'a pas été trop petit chez lui pour qu'il ait un piano, donc dans ce bar, il y a un piano, et d'une jeune fille qui arrive pour me remplacer et qui rêve d'être une vedette. Voilà, alors vous voyez, ça part de loin, mais par exemple, il y a des auteurs dont je suis mais totalement fan, par exemple Colette. Colette est quelqu'un qui a vraiment, que j'ai lu commencer à lire assez jeune, et dont je bois les mots comme on boit un grand cru, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Moi, j'ai du mal à faire des descriptions. Pérec, c'est l'intelligence de ce type dans Pensée classée. Je ne sais pas si vous avez lu Pensée classée. Non, mais je vais le noter. Pensée classée. C'est simple. C'est une petite méthode pour ranger sa bibliothèque. Ah oui. Ça, on en a besoin. Et il n'y en a pas. Mais quand même, il explique. Et est-ce que vous l'avez suivi, sa méthode, vous? Ah ben non, parce que non, parce que c'est particulier. Il faut que je le relise d'ailleurs, parce que c'est très très intéressant. Parce qu'il y a tellement de méthodes pour ranger, il n'y en a pas une qui est parfaite. Voilà. Non, ça c'est sûr. Même dans les librairies, parfois c'est compliqué de ranger. Soit par ordre alphabétique, soit par thématique, soit des voilà, oui, oui. Bref. Il y a une question de Céline. Josiane a dit qu'un personnage dans lequel elle se glisse en tant que comédienne peut l'emmener à son insu. Est-ce que quand elle écrit, elle a plus l'impression que c'est elle qui dirige? Ben, pas forcément, parce que si je dirige dans une mauvaise direction, le personnage il s'arrête, il fait comme un cheval qui va au refus, et on ne peut pas le faire. Voilà, c'est pareil. Je crois que c'est la réalité des personnages. Si on les fait banco, on les rend bancales, ils arrêtent de marcher. Voilà. Donc, c'est même plus difficile quand on écrit. Parce que quand on joue, on peut être mauvais. C'est le metteur en scène qui dit ça, ça va pas. Là, il n'y a pas le metteur en scène qui vous dit ça, ça va pas. Non, il n'y a que les lecteurs à la fin qui n'achètent pas, en fait. Ouais, ou l'éditeur qui dit j'en veux pas. Oui. J'en veux pas, c'est mauvais. Foutez-moi le camp. Alors, il y a un message qui est arrivé. Alors, c'est un pseudo, donc je ne pourrais pas donner le pseudo, mais je vais quand même lire le message. Merci Josiane de nous faire rire et de ne pas vous prendre au sérieux. Une belle leçon. Bravo pour vos talents. Effectivement, vous avez à votre arc, quand même, on a l'impression que vous pourriez tout écrire. Un thriller, vous écrivez du théâtre ou un roman, des nouvelles. La jeunesse, je suis sûre que vous excelleriez très très bien, mais ça serait... Peut-être, oui, je ne sais pas, c'est une question de volonté. Si vous voulez, comme je suis accro aux jeux vidéo, ah oui, c'est vrai, j'avais dit ça. C'est difficile parce que j'ai cette. J'ai nullement intention de me soigner. Donc, je trouve le temps entre. Là je suis sur un truc où j'ai quand même un royaume à gérer. Ça, c'est un peu. Ça serait un bon sujet, ça aussi, de livre. Oui. À la fois dans un livre et dans un. Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait en essai. Mais pas par Josiane Balasco. Je suis sûre que par Josiane Balasco, il y aurait une autre dimension. Plusieurs romans très intéressants, dont un bouquin qui s'appelle Simulacron 3 de Daniel F. Gallouis. Alors, je le conseille aussi s'il le retrouve, parce que c'était il y a longtemps. On raconte une histoire avec des gens qui s'aperçoivent à la fin qui sont les personnages d'un jeu vidéo et qui sont coincés. Voilà. Peut-être que nous sommes les personnages d'un jeu vidéo. Ça serait une nouvelle à la DIC. Nous sommes les personnages d'un jeu vidéo. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, bah, on fout une épidémie? Allez, hop. Voilà. On fout une épidémie. Et après, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attendez, on va discuter. Voilà. Bon, ça peut être ça. Ça s'appelle Simulacron 3, c'est ça? Simulacron 3. Simulacron 3. Il y a eu un film qui a été tiré d'ailleurs. D'accord, je l'ai noté. J'ai tout noté, comme ça j'aurai mes conseils lecture par Josiane Balasco. J'irai chercher. Parce que moi je ne suis pas très calée en ce genre de lecture, mais j'irai chercher. En tout cas, moi je n'ai plus de questions de mon côté. Est-ce que Julie, tu as une dernière question à poser à Josiane tant qu'elle est en Non, mais juste un grand merci pour ce moment de lecture et puis cet échange. Je vais vous donner 2-3 bouquins à lire quand même. Ah bah oui. Pour vous sauver la vie si jamais on vous parle de littérature parallèle.
Il y a un bouquin que j'ai trouvé magnifique, qui est un bouquin de. Ce sont l'auteur, Cordwainer Smith, c'est un pseudo parce que le type était professeur d'université, un mec assez sérieux, a écrit des tas de nouvelles qui ont été publiées en livre. Ça s'appelle Les Seigneurs de l'instrumentalité. Et les Seigneurs de l'instrumentalité, tu l'as lu? C'est toujours fait. Non, tu ne l'as pas lu. Les Seigneurs de l'instrumentalité, pour moi, c'est formidable. Voilà, les Seigneurs d'instrumentalité, ce sont des nouvelles qui se passent dans une galaxie éloignée, avec des personnages marquants, où les animaux ont été humanisés par les humains pour qu'ils deviennent des esclaves. Voilà. D'accord, j'ai noté le titre. On le mettra sur la page Facebook, on mettra tous les titres que vous avez donnés. Après, je ne sais pas si on peut encore les trouver, mais en tout cas, on les mettra. D'ailleurs, il me semble que Cordwainer Smith, vous le citez. Cordwainer. Ouais, comme le cordonnier, il s'appelait le cordonnier Smith, donc le cordonnier Maréchal Ferrand, presque. Cordwainer Smith. C'est bien lui que vous citez au début de oui, absolument. Absolument. Et je ne parle pas de Dick parce que maintenant tout le monde le connaît. Ah, oui. Et il y a je crois qu'il y a un gros recueil de toutes ces nouvelles qui est paru que je vais m'acheter. Voilà. Donc en fait, si on veut vous faire plaisir, il faut vous offrir des bouquins de science-fiction. Oui, par exemple. En tout cas, moi, je voudrais dire que Jamais plus, qui est sorti début octobre, j'ai plus la date exacte, je crois que c'est le 7 octobre, sur toutes les tables de librairie, aux éditions J'ai lu. Donc, je conseille à tous nos amis lecteurs qui ne l'ont pas encore lu, qui ont cette chance, ou ceux qui veulent le relire, peuvent le trouver. Vous pouvez aussi le trouver dans nos 2 librairies partenaires qui étaient là ce soir, c'est-à-dire la librairie Gutenberg à Issy-les-Moulineaux et la librairie Écriture à Chaboeil dans la Drôme, qu'on remercie pour leur soutien. Josiane, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Avant de vous donner le mot de la fin, je vais juste dire que lundi, on se retrouve avec Véronique Olmy pour son roman Les évasions particulières, sorti chez Albin Michel. J'aurai la lourde tâche de l'interroger, je serai à la place de Julie. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir été là. Je vous laisse le mot de la fin avant que le générique n'arrive. Bon alors, ce soir, on va rester chez soi. Hein. Oui. On va cuisiner. Moi, j'ai fait un poulet au vinaigre. J'ai essayé d'en faire goûter à Lila, mais elle se méfie. Attends, un livre de cuisine alors, peut-être. J'en ai des livres de cuisine, j'en ai plein. Mais à un moment donné, j'avais plein de livres de cuisine. J'achetais même des livres de la cuisine antique et tout ça, avec des recettes de tétines de porc farcies ou des trucs comme ça. En tout cas, encore un grand merci d'avoir été avec nous ce soir. Prenez soin de vous. On embrasse Lila au passage. Julie, merci. Bonne soirée en Suisse. Je crois que vous n'avez pas de couvre-feu. Nous, oui, pas dans les grandes villes. Belle soirée à vous. Bonne continuation et surtout, allez en librairie, c'est très important. Merci, mesdames.